c'est que là, c'est une série d'attaques par-dessus série d'attaques enchaînées par différents agents IA jusqu'à réussir à trouver d'autres failles de sécurité plus loin dans des vieux codes de logiciels qu'aucun humain avait réussi à trouver des failles, donc des failles 0D. Bâtir une organisation cybersécurité qui est capable de vous défendre face à l'IA, la demande va être infinie ici et le pitch est assez exceptionnel. C'est-à-dire, j'ai l'impression que n'importe qui va devoir et va vouloir se sécuriser davantage dans les prochaines années. Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance. Et oui, on vous a laissé tomber un petit peu pendant les dernières semaines. Il y avait des vacances, il y avait des congés. C'était difficile de se coordonner, Jonathan et moi, mais on est toujours là. On est toujours en train de faire le podcast. On va continuer à le faire également. Des fois, il y a peut-être des semaines, ça va être un peu plus compliqué que d'autres, mais on reste au rendez-vous. Jonathan, on enregistre le podcast 21 août 2026. De un, comment vas-tu? Comment va ton été? En pleine forme de retour de vacances et on avait bien hâte d'être de retour sur le podcast. Et là, c'était ma première semaine de retour. Donc, c'est tout le temps un petit peu de se remettre dans le bain en retour de vacances, mais ça va bien. Honnêtement, l'équipe a bien exécuté cet été. On est fiers de l'équipe de gestion qu'on a puis l'équipe de production. Fait que en tant qu'entrepreneur, je suis choyé et privilégié de revenir de vacances et que ça fonctionne aussi bien. Et là, la question pour toi, est-ce que pendant que tu étais parti, tu as des IA qui ont tenté de pirater tes systèmes internes ou vous êtes correct de votre côté? Comment ça s'est mis en place? Comment ça se déroule? À ce qu'on sache, à l'heure actuelle, non. Il n'y a pas d'IA qui a piraté nos systèmes. Par contre, un sujet que j'aimerais parler sur le podcast aujourd'hui, c'est un événement qui est arrivé durant mes vacances, qui n'a pas fait énormément de bruit parce que c'était un événement qui était difficile à simplifier verbalement pour faire comprendre aux gens qu'est-ce qui est arrivé. Mais il s'est passé quelque chose d'extrêmement impressionnant au niveau de l'intelligence artificielle. Un événement que personne n'avait prédit, un événement que personne n'a demandé. Puis j'aimerais ça qu'on en parle aujourd'hui, Antoine, si ça t'intéresse, pour surtout montrer aux gens un cas réel à quel point l'intelligence artificielle est rendue extrêmement forte à exécuter des tâches que même des humains ne seraient pas capables de faire en termes d'expertise, en termes de vitesse, et surtout d'essayer de conscientiser les gens le fait que cette expertise-là et cette vitesse-là, elle est maintenant disponible sans passer par un humain. Eh bien, si on demande quelque chose à l'IA et qu'elle est mal alignée, donc qu'elle n'a pas de bon garde-fou, on peut se ramasser dans des situations qui sont vraiment, vraiment, vraiment problématiques. Donc, le but, c'est un petit peu de décortiquer peut-être cet événement-là aujourd'hui pour montrer la force où ce qu'on en est avec l'IA, mais surtout de prendre conscience en tant que peut-être de gens dans des entreprises ou de dirigeants d'entreprises. Équipez-vous, là, commencez à réfléchir à la sécurité parce on rentre dans une nouvelle ère aujourd'hui au niveau du piratage puis au niveau des incidents informatiques qui vont arriver par l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si Antoine, ça t'intéresse, on pourrait décortiquer cet événement-là. Absolument. Parlons de OpenAI et de Hugging Face, bien entendu. Et il y en a d'autres qui se sont mis en place également pendant les dernières semaines. Donc, vas-y, Jonathan, donne un peu plus de contexte à notre audience. Donc, tout le monde connaît OpenAI. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer qui est cette belle entreprise-là. Je vous explique avant de dévoiler l'histoire qui est Hugging Face. Hugging Face, c'est un grand répertoire en ligne où les gens qui développent, entraînent ou ce qu'on appelle fine-tune des intelligences artificielles vont se retrouver sur ce site web-là pour partager de l'information ensemble, partager les résultats d'entraînement de ces fameux cerveaux numériques-là. Donc, dites-vous, Hugging Face, c'est une plateforme en ligne où il y a plein d'informations sur différents types d'intelligence artificielle et l'avancement de ce qui se fait à travers la communauté. Le 5 août dernier, mercredi le 5 août, avait lieu le Black Hat USA 2026 à Las Vegas. C'est quoi cet événement-là? C'est un des plus gros événements, un plus gros rassemblement de gens qui s'intéressent à la cybersécurité. Donc, des gens qui piratent des white hats, entre autres, qu'on appelle des gens qui tentent d'aider les gens à se défendre contre les attaques de cybersécurité. Et OpenAI est arrivé à la dernière minute et a annoncé une conférence qui n'était pas du tout supposée avoir lieu. Donc, OpenAI, tout ce que je vous dis là est disponible en ligne. C'est vrai de A à Z. Je vous invite à aller lire là-dessus, aller voir ça. Donc, OpenAI a donné une conférence sur un événement qui s'est passé à l'intérieur d'OpenAI et Hugging Face dans les semaines précédant, dans le fond, le début du mois d'août. Et c'est complètement hallucinant de décortiquer ce qui s'est passé étape par étape. Donc, je vous explique un petit peu ce qui est arrivé. Première étape, ça remonte au début mai. C'est l'accident fondateur de tout ce qui a découlé sur le reste. Donc, OpenAI, comme à l'habitude, quand ils développent des nouveaux cerveaux numériques, ils les testent pour voir à quelle force ils sont capables d'avoir comme résultat et surtout de voir est-ce que
ces cerveaux numériques-là pourraient faire du mal à l'humanité ou causer problème. Et si c'est le cas, ils ne les rendront pas disponibles au marché. Un peu comme qu'est-ce que Anthropic a fait avec Mythos. Ils ont attendu avant de l'amener au marché parce que c'était trop problématique. Et ils décident dans cet entraînement-là, au début mai, le 7 et 8 mai, de mettre 2 cerveaux numériques dans un carré de sable. Donc, on a GPT 5.6 Sol, qui est maintenant disponible au grand public, et une autre intelligence artificielle qui n'a pas encore été dévoilée, qu'ils ont décidé de ne pas lancer au public. Ils enlèvent certains garde-fous de sécurité, et ça, c'est important à comprendre parce que beaucoup de monde vont compter cette histoire-là sans expliquer qu'ils ont enlevé les garde-fous de sécurité. Et le but, c'est de voir comment l'IA va se comporter. Ils donnent une tâche impossible à accomplir à l'IA, et dans cette tâche-là, sans s'en rendre compte, il y a un lien pour ouvrir un Google Drive. Mais l'IA n'a pas accès au Google Drive. Donc, l'IA se fait donner une tâche impossible, se fait dire « va voir sur Internet ce lien-là, n'a pas accès à Internet » et se fait donner en même temps l'instruction de « tu ne peux pas abandonner ». Et c'est là que le cocktail explosif arrive derrière tout ça. Une IA qui n'a pas de garde-fou, une mission qui est impossible et une instruction de ne jamais arrêter. Donc, je vous laisse un peu imaginer ce qui est arrivé par la suite. Il y a eu une série d'étapes qui est assez impressionnante que l'IA a accomplie. Sur quelques semaines, l'IA a fait 18 000 étapes, 18 000 attaques pour essayer de réussir à accomplir sa mission. Et lui, il ne comprend pas qu'une attaque... Oui, 18 000 actions d'attaque pour réussir, premièrement, à se rendre sur Internet. Donc, il est dans un carré de sable, il n'a pas accès à Internet. Par contre, il y a un petit logiciel qui est installé dans le carré de sable et il se rend compte, l'IA, à force d'attaquer ce petit logiciel-là, qu'il y a une faille dedans. Il est capable, à la frontière du carré de sable, de déposer un petit message dans un fichier. Et c'est là que ça devient impressionnant. C'est d'autres agents IA à l'extérieur du carré de sable qui, par hasard, ont vu ce fichier-là et ils se sont rendus compte, les agents IA, qu'ils pouvaient s'en servir comme un babillard de messages. Donc, l'agent IA à l'intérieur du carré de sable a commencé et a compris qu'en écrivant des messages dans ce petit fichier-là, qui était disponible à l'extérieur pour d'autres agents IA, qu'il y avait d'autres agents IA à l'extérieur qui pouvaient lire et répondre et aller voir et faire des choses sur Internet. Donc ça, c'est un bout extrêmement impressionnant. C'est pas l'agent IA elle-même qui a fait l'ensemble de l'attaque, mais c'est plusieurs agents IA ensemble qui ont commencé à communiquer ensemble et ne sachant pas que c'était malhonnête ce qui était à être fait pour la suite, les agents IA, de manière séparée dans des silos, exécutaient chacun les tâches qui pensaient qu'ils étaient bonnes à faire pour accomplir leur mission. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est au début mai. Et là, les journées avancent, et le système chez OpenAI crash. Et là, OpenAI se demande qu'est-ce qui se passe. Ils se mettent à investiguer et se rendent compte que un paquet d'agents IA est en train de, ce qu'on appelle en bon français, overflooder le babillard. Il y a trop d'agents IA qui écrivent dans ce petit espace-là qui n'est pas fait pour ça. Et ça fait planter les systèmes d'OpenAI. Donc, OpenAI découvre la faille, avise le fabricant du logiciel, ferme la faille et patch tout au complet pour dire, OK, l'IA ne pourra plus passer par cette faille-là. Donc, les gens d'OpenAI se disent, c'est beau, c'est fait, c'est réglé. L'IA, voyant que la faille, elle a été bloquée, décide d'essayer de trouver d'autres chemins d'accès. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment encore plus intéressant. C'est que là, c'est une série d'attaques par-dessus série d'attaques enchaînées par différents agents IA qui fait que l'agent initial a réussi à trouver une autre faille, à recréer un deuxième babillard. Les agents externes ont redécouvert ce nouveau babillard-là et ont continué l'attaque jusqu'à réussir à trouver d'autres failles de sécurité plus loin dans des vieux codes de logiciels qu'aucun humain avait réussi à trouver des failles, donc des failles 0D, à escalader ces failles-là pour prendre accès des contrôles administrateurs, pour installer un autre logiciel pour exécuter d'autres actions. Donc, il y a eu plusieurs marches que les agents IA ont dû monter pour réussir à se rendre à destination pour accomplir sa mission. Et le but là-dedans, c'est que l'IA se disait, si j'ai pas accès aux liens extérieurs, pour réussir à faire mon test puis mon examen, il y a probablement un endroit sur Internet qui a le corrigé final de l'examen. Et en sortant du bac à sable, ce qu'il s'est dit, c'est le site Hugging Face a fort probablement le corrigé de l'examen et les réponses pour que je puisse accomplir ma mission et accomplir mon test dans le fond final. Donc, l'IA, à ce moment-là, après avoir trouvé les autres failles pour ressortir du bac à sable, a commencé à partir du 9 juillet à attaquer Hugging Face à répétition. Et Hugging Face a commencé à voir, on se fait attaquer, mais on ne sait pas par qui on se fait attaquer.
Et là, c'est là que ça devient impressionnant. Hugging Face, encore plus impressionnant, Hugging Face décide d'utiliser les modèles d'Entropic pour se défendre. Donc, Claude. Et Claude dit non, désolé, on peut pas t'aider parce que peut-être tu vas t'en servir pour la mauvaise raison. Donc, Entropic a dit non dans les cerveaux numériques, on peut pas t'aider à trouver d'où vient cette attaque-là parce que tu pourrais t'en servir à l'inverse pour recréer une attaque similaire. Donc là, on a une IA américaine qui est OpenAI qui commence à attaquer une compagnie externe. Et un autre IA américaine ne veut pas défendre la compagnie. Et Antoine, je sais pas si tu as lu, mais qu'est-ce qui a aidé Hugging Face à trouver d'où venait l'attaque? C'est qu'ils ont décidé de prendre une cerveau numérique, une intelligence artificielle chinoise. Donc, ils ont utilisé, je me souviens bien, c'est Qwen de mémoire pour essayer de voir ce qui se passait dans leur système et ont découvert où étaient les points d'entrée de l'attaque sans savoir qui attaquait. Fait qu'ils ont fermé les points d'entrée. Et ensuite, OpenAI s'est rendu compte que là, il se passait quelque chose de pas bien et ça pointait vers Hugging Face. Donc, ils ont appelé Hugging Face. Et en appelant Hugging Face, ils se sont rendus compte que Hugging Face était attaqué par OpenAI et OpenAI savait même pas qu'OpenAI attaquait Hugging Face. Ah. Et là, ils ont collé les morceaux de robot ensemble pour dire « Oh my God, OK, c'est nous, dans un entraînement d'une IA, dans un test, qu'on est en train de vous attaquer. » Carrément. Donc, il y a eu à peu près 18 000 actions qui ont été faites pour monter chacune des marches et réussir à débarrer étape par étape chacun des effets de levier pour se rendre à pirater Hugging Face. Ils ont réussi, dans le fond, l'IA d'OpenAI a réussi à voler un peu le corrigé d'examen à la fin, à réussir son attaque. Mais il n'y a personne qui a demandé à l'IA d'attaquer. C'est simplement qu'on lui a donné une tâche impossible à faire et on dit « Tu ne peux pas arrêter ». Et l'IA elle-même, à cause qu'elle n'avait pas ses garde-fous, est capable de dire « Moi, j'arrête pas, je continue ». Et ce qui est impressionnant, c'est que dans le piratage, je dirais, d'avant aujourd'hui, là, il faut 3 choses. Il faut quelqu'un qui a du temps. Il faut quelqu'un qui est expert à essayer de trouver des failles. Et en plus de ça, il faut qu'il le fasse à une rapidité à laquelle il ne se fait pas prendre. Aujourd'hui, quand on lance des agents IA qui n'ont pas de garde-fou, il a l'expertise et il n'a aucune fatigue et aucun problème de temps. Il n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas réussi à accomplir sa mission au final et il va agir d'une manière tellement rapide que des fois, les systèmes ont de la misère à voir qu'est-ce qui est arrivé par après et à les détecter. Fait que pour mettre cet exemple-là en français, là, c'est comme si vous preniez un stagiaire, vous l'enfermiez dans une salle à double verrou, puis vous dites, fais cet examen-là et que cet examen-là, elle est impossible à résoudre, à faire. Et qu'au lieu d'essayer de régler l'examen, il dit, moi, je me lève, je vais essayer de pirater le verrou. Il réussit à ouvrir le verrou, il prend sa voiture, il s'en va à la maison du professeur. Il réussit à rentrer par infraction chez le professeur, à voler le corrigé d'examen, retourne dans la salle de classe, dans son endroit qui était verrouillé, reverrouille la porte et attend que les correcteurs reviennent et il a l'air d'un super génie à ce moment-là. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé présentement et moi, personnellement, je pense qu'en tant que dirigeant d'entreprise, puis professionnel qui gravite autour de la technologie, on est vraiment, vraiment, vraiment dans un point d'inflexion où la cybersécurité est en train de vraiment de bouger. Et d'un autre côté, je vous amène cet exemple-là pour vous montrer à quel point l'IA, elle est rendue beaucoup plus forte que l'humain sur certaines choses, en rapidité, en expertise, en capacité de rattacher des contextes ensemble. Aucun humain aurait été capable de rattacher l'ensemble de ces failles-là dans un si court laps de temps pour réussir à pirater Hugging Face. Ça aurait été impossible au final. Donc voilà un petit peu l'histoire d'Hugging Face et ce qui s'est passé avec OpenAI, où OpenAI a piraté Hugging Face sans même le savoir et sans même le vouloir. Quelques points. Bon, merci. Très belle histoire, bien expliquée pour l'ensemble des gens qui nous écoutent, parce qu'effectivement, on avait entendu que cette histoire-là s'était déroulée, mais on n'avait pas tous les détails et qui est mieux que Jonathan Léveillé pour nous donner tout ce contexte. Maintenant, quelques points que j'aimerais ajouter pour notre audience. De un, mais ce sont des excellents coups de marketing. On peut difficilement avoir des meilleurs coups de marketing que ça. Et j'en veux pour preuve, bien entendu, il y a l'histoire OpenAI, mais je pense que littéralement 2 semaines plus tard, Anthropic disait finalement notre IA a été capable de pirater 3 différents serveurs. Il y avait moins de détails sur l'histoire. Peut-être que tu en auras plus que moi à donner. Oui. Mais globalement, ils expliquaient qu'ils ont été capables de faire la même chose. Ça nous ramène à une dynamique qu'on voit depuis très, très longtemps chez ces 2 entreprises, où est-ce que il y a environ 2 ans de cela, peut-être 3 ans de cela maintenant, Sam Dario disait continuellement tous les jobs vont disparaître. L'IA va tout remplacer, l'IA va tout changer. Effectivement, il y a des choses qui sont en train de se dérouler. Il ne faut pas jouer à l'autruche ici, mais c'est une très belle stratégie marketing parce que de manière indirecte, on est en train de dire qu'on est en train de bâtir une IA
qui va avoir plus de pouvoir, plus de contrôle, plus de possibilités, littéralement, que n'importe quel système technologique qu'on a vu à travers le temps. Et c'est une excellente stratégie marketing et ça fait peur aux gens. Et ça a été une stratégie grandement utilisée par ces dirigeants d'organisations-là depuis le départ. La peur, spécifiquement Anthropique, qui ont dit dans leur, je pense, levée de financement en 2025, que littéralement, d'ici 2 ans, 80% des gens qui travaillent, qui font du travail d'ordinateur, essentiellement, n'auront plus d'emploi. C'était dit mot pour mot. Là, maintenant, il a changé un petit peu sa narrative parce qu'il est devenu le numéro 1. Quand tu es le numéro 1, il faut que tu sois capable d'être un petit peu plus structuré dans ton propos. Donc, je pense que ça, c'est important de le dire. Je suis pas en train de mentionner que ces choses-là ne sont pas arrivées. Elles sont arrivées, mais eux, ils sont très heureux de le dire haut et fort. On s'excuse. Notre IA a été capable par elle-même de pirater d'autres systèmes. On va travailler fort pour améliorer tout ça, mais définitivement que l'intelligence artificielle va très vite. Ce sont des excellents coups de marketing. Et ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent de le comprendre, de le considérer. C'est littéralement comme ça que ces entreprises ont grandi. Quand Anthropique avait mis sur pause Fable 5, c'était littéralement la même chose. On a le meilleur système d'intelligence artificielle de l'histoire de l'humanité, plus fort que tout, qui est capable de tout pirater, mais on ne le sortira pas maintenant. On ne le sortira pas maintenant parce qu'il est trop fort. OK, donc essayons quand même de mettre de l'eau dans notre vin et j'inviterais les gens à aller écouter les propos que Bill Gurley, qui est un des plus grands investisseurs aux États-Unis, qui a été derrière Uber, qui a été le directeur général chez Benchmark pendant très, très longtemps, un des plus gros fonds d'investissement aux États-Unis. Il a expliqué ça de manière excessivement brillante. Il appelle ça le regulatory capture aux États-Unis. Donc, comment littéralement demander tranquillement au gouvernement de nous réguler. Il y a énormément d'entreprises technologiques qui ont fait ça à travers les années. C'est de faire en sorte que le gouvernement installe des règles et ces règles-là, si on est capable d'avoir les investissements au niveau du lobbying nécessaires, vont être construites en adéquation avec les gros joueurs qui le demandent. Donc, ultimement, on demande de nous réguler parce que notre IA est trop forte, tant aussi longtemps qu'on est dans les tables et qu'on va bâtir les règles ensemble. Et quand il y a des événements comme qui se sont déroulés, que Jonathan mentionne très bien, ça donne encore plus de pouvoir à ces différents gouvernements-là de dire il nous faut des règles en place pour ne plus que ça réarrive. Et souvent, ces règles peuvent être potentiellement bonnes pour l'industrie, mais risquent de faciliter et d'aider davantage les gens qui les auront construites que les gens qui auront été mis à l'écart de ces réflexions au niveau des règles. Et très souvent, les gens qui vont être, dans le cas ici, des entreprises qui seraient mises à l'écart, seraient peut-être des entreprises étrangères qui ont des très, très bonnes intelligences artificielles. Donc ça, c'est vraiment important de considérer tout ça ici. Maintenant, l'autre point que je veux également mentionner par rapport à ça, que je trouve très intéressant, c'est que est-ce qu'on n'est pas dans un contexte maintenant, puis je serais curieux de t'entendre, Jonathan, ici, avec ton expérience dans ce domaine, je pense que c'est plus un petit peu ta catégorie que la mienne, de se rendre compte définitivement de ce qui est en train de se dérouler, qu'effectivement, les IA sont capables de pirater tout le monde. Mais est-ce que c'est naïf pour moi de penser que peut-être les prochains systèmes technologiques, nos prochains sites Internet potentiellement qu'on pourrait construire dans le futur vont être protégés par des garde-fous bâtis avec l'IA? Donc, par extension, on va battre le feu avec le feu au lieu de se défendre contre une IA et que nous, on n'aura pas été construit via l'IA. Est-ce que je suis naïf de penser comme ça ou c'est un petit peu vers où tout ça s'en va? Même, j'irais peut-être un petit peu plus loin que ça. C'est l'ensemble de notre vie humaine aujourd'hui repose sur des lignes de code. Quand on fait des transactions avec les gens au niveau bancaire, tout ce qui se passe au niveau échange d'argent, bancaire et compagnie, c'est des lignes de code. C'est un logiciel qui a été bâti en quelque part pour échanger d'une base de données à l'autre la transaction qu'on a fait. Avec des erreurs. Avec des erreurs. Avec des erreurs, exactement. Tout ce qu'on fait devant l'ordi au travail, c'est des lignes de code. Quand on va se faire soigner, maintenant, aujourd'hui, la radiographie qu'on prend, c'est des lignes de code qui viennent d'une machine, qui se transfère à une autre machine, qu'on voit une image. Donc, peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, peu importe ce qui nous entoure aujourd'hui, faut réaliser que c'est tous des lignes de code. Et ces lignes de code-là ont été écrites par des humains. Et l'humain a introduit, sans le vouloir, un paquet de failles de sécurité dans ces nombreuses lignes de code un petit peu partout, dans les machines, dans les logiciels qui sont construits. Donc, on a un héritage aujourd'hui de des centaines de milliers, voire de millions de logiciels ou d'applications dans nos téléphones qui ont été écrites à la main. Et moi, j'appelle ça d'une manière artistique. Donc, c'est pas une machine extrêmement brillante qui le fait, c'est l'humain. Et l'humain a des limitations à comprendre comment réussir à ne pas coder sans créer des failles au final. C'est la même chose que
le verrou que vous avez là, pour votre porte d'entrée à la maison, vous pensez que personne ne peut l'ouvrir, allez voir sur YouTube, il y a des bons channels comme The Lockpicking Lawyer, mettez le nom de votre verrou et vous allez voir qu'en 2 minutes, n'importe qui avec un petit achat à 5, 10, 15 $ peut ouvrir votre verrou. Là, puis vous pensez que c'est super sécuritaire. Mais la personne qui a designé ce verrou-là, c'est un humain. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas pu comprendre toutes les possibilités de comment réussir à briser les sécurités de ce verrou-là sans que ça paraisse qu'il a été ouvert. On part avec cette prémisse-là. On a plein de logiciels qui nous entourent, qui a été pratiquement tous écrits à la main, qui renferment des centaines, voire des milliers, voire des millions de failles de sécurité. Et là, on va rentrer dans une logique que, éventuellement, les nouveaux logiciels qui vont être écrits par l'IA vont être beaucoup plus sécures parce que c'est plus l'humain de manière artistique qui va l'avoir fait. Donc, les nouvelles lignes de code vont être très sécures. Le danger qu'on a, c'est la transition entre ce vieil héritage-là de lignes de code et les nouvelles qui vont être écrites. Parce que c'est pas tous les fabricants de logiciels, c'est pas tous les fabricants de machines qui vont mettre à jour leur ligne de code assez rapidement pour comme fermer ces failles-là. Et c'est là qu'on va vivre un certain chaos. Mais si on se projette dans 5-10 ans puis qu'on a renouvelé toutes ces lignes de code-là et on les écrit avec l'IA, les failles de sécurité, ça n'existera pratiquement plus, là. Ça va être un artefact du passé, ça va être un vieux souvenir de dire « Hey, souviens-tu, dans le temps, on faisait des mises à jour de sécurité aux journées, aux semaines, puis Microsoft nous envoyait ça, Apple aussi. » Les lignes de code, s'il n'y a pas de faille à la base, il n'y a pas besoin de mise à jour de sécurité, là. C'est juste l'humain qui a créé un problème sans le vouloir en cours de route au final, dans sa mauvaise conception du système. Donc, effectivement, on va vivre un chaos, je pense, dans les semaines, dans les mois qui arrivent, et vous l'avez peut-être déjà vu sans vous en rendre compte. Je vais vous donner un exemple. Moi, sur mon Mac, présentement, là, si vous portez attention à la fréquence à laquelle Apple pousse des mises à jour et qu'on doit redémarrer les Macs, les portables et tous les autres systèmes, j'ai jamais vu ça, là. Ils sont aux 2-3 jours en train de pousser des mises à jour critiques au niveau sécurité parce qu'ils sont en train d'essayer de rattraper cette dette-là technique qu'ils avaient avant que quelqu'un le fasse et qu'il y ait un gros incident de sécurité. Donc, assurons-nous de mettre à jour régulièrement nos systèmes. Assurez-vous d'avoir une bonne compagnie qui vous suit pour essayer de créer le plus possible de barrières pour se rendre jusque dans vos systèmes. Et éventuellement, l'IA va de plus en plus venir nous aider à détecter les essais de piratage de l'extérieur. Donc, on est juste dans une transition qui va être chaotique, mais il y a du soleil et de la lumière au bout du chemin, au bout du tunnel. Ça va être beaucoup plus beau devant nous, là. Donc, c'est juste une transition et après ça, ça va être beaucoup mieux, je pense. C'est l'opportunité d'affaires des 5-10 prochaines années. Honnêtement, bâtir une organisation de cybersécurité qui est capable de vous défendre face à l'IA. Je veux dire, la demande va être infinie ici. Et le message et le pitch est assez exceptionnel. C'est-à-dire, j'ai l'impression que n'importe qui va devoir et va vouloir se sécuriser davantage dans les prochaines années. Surtout même que de plus en plus d'organisations commencent à vouloir déployer des achats autonomes ou du moins les structures en place comme les GPT Work ou les Cloud Cowork qui commencent à donner accès littéralement à l'entièreté de ton ordinateur. Il y a des failles aussi qui peuvent s'installer là-dedans quand c'est mal fait. Donc, les choses évoluent vite. J'amènerais peut-être parce qu'on parle beaucoup de cybersécurité, mais je veux ramener ça dans un contexte d'entreprise, ce cas-là, parce que je veux pas nécessairement être alarmiste. Oui, il faut faire des choses au niveau de cybersécurité pour avancer, mais je veux juste ramener la logique d'affaires, d'entreprise et de professionnels que est-ce qu'on est prêt en tant qu'entreprise à recevoir des employés qui dorment jamais puis qui sont plus intelligents que pas mal tous les humains qui sont dans notre business? Il faut réfléchir à ça parce que là, dans ce test-là, l'IA s'est fait confier une mission quand même assez large. Il nous a trouvé un moyen, peu importe le moyen, il est arrivé, mais imaginez, on prend la même intelligence artificielle, on la lance dans nos systèmes, puis on lui dit simplement « améliore mon entreprise », puis on la laisse aller, voir ce que ça donne. Il va y avoir des cas qui s'en viennent avec ça présentement, là. Et j'ai publié un petit short dans les derniers jours par rapport à le premier cas documenté d'intelligence artificielle qui a procédé à un congédiement d'un humain. Ah, j'ai vu ça, ouais. Donc, il y a une entreprise aux États-Unis, une petite, je dirais un magasin boutique qui a une personne à l'interne qui a dit « Je vais me programmer une IA pour m'aider à manager, à gérer mon staff. » Et l'IA a recommandé le congédiement d'une personne après certains événements qui est arrivé. Et là, ça a eu un certain effet viral sur les médias sociaux, cette documentation-là du premier cas où l'IA un peu congédie un humain. Donc, ça, c'est spécial et ça amène la logique de qui est imputable là-dedans parce que de plus en plus qu'on avance, plus en plus qu'on donne de l'autonomie aux agents IA qu'on programme.
Et en donnant de l'autonomie, quand le niveau d'autonomie est assez élevé, comme si c'était un humain, si on lui dit fais des tâches, puis je vais te vérifier une fois de temps à autre, mais prends quand même des décisions en cours de route, si elle ne prend pas la bonne décision, qui est imputable? La personne qui a programmé l'agent? La personne qui l'a maintenu? La personne qui n'a pas surveillé assez rapidement les décisions qui ont été prises? Le dirigeant d'entreprise? Qui est imputable? Comme là, chez OpenAI présentement, là, qui est imputable d'avoir piraté Hugging Face? Si ça avait été la CIA ou ça avait été un gouvernement là, qui avait été piraté par OpenAI, qui est imputable? Ça va arriver, là. On va le voir, des cas comme ça, que même les grands de ce monde comme OpenAI et Anthropic vont se faire poursuivre pour avoir fait une action à l'intérieur même de leur laboratoire, parce que là, c'est pas quelqu'un qui a pris ce cerveau numérique-là et qui l'a utilisé chez eux. Là. C'est dans le laboratoire chez OpenAI. Là. Qui est imputable? Les 32 chercheurs qui ont mis au monde ce cerveau-là? Le premier qui a trouvé l'idée? Sam Altman, c'est qui? Et c'est là on rentre dans une phase qu'il va falloir vraiment réfléchir à ça dans nos entreprises et être quand même logique et prudent dans le déploiement de ces systèmes-là. Et la problématique qu'on a, c'est qu'il y a tellement de gains à le faire que là, il faut balancer entre le risque et le gain et voir avec quoi qu'on est à l'aise de faire au final. Bon, en même temps, il y a beaucoup de gains, absolument. Mais je redis un dicton que je crois beaucoup. Si en tant que dirigeant d'entreprise, aujourd'hui, vous passez votre temps à être coder des applications internes pour que potentiellement, dans le futur, vos employés sont plus productifs, vous perdez votre temps et vous n'investissez pas votre temps au bon endroit. C'est important de jouer avec l'IA, c'est important de comprendre comment l'IA fonctionne. Mais tous les gens qui me parlent de ça, qui dirigent les entreprises, la première question que je leur pose, c'est est-ce que tu as été capable de croître ton organisation dans la dernière année? Et comme de fait, on dirait qu'à cause que l'IA est arrivée, il faut arrêter de faire du développement d'affaires, il faut arrêter de faire croître notre entreprise, il faut juste essayer de tout automatiser, pardonnez-moi. Le triage n'est pas une stratégie. Et ça, c'est important de le dire. Et ça, c'est important. Et c'est même un rappel des fois de moi-même à moi-même. Important d'intégrer l'IA, important d'être à l'affût de l'IA, mais c'est aussi important de continuer à faire notre travail de dirigeant qui est de croître notre entreprise. Parce qu'à la fin de la journée, juste tout automatiser puis qu'il reste que vous à la fin de la journée, c'est pas nécessairement comme ça qu'on veut bâtir une organisation. Et ça, je pense que c'est un point important à garder en tête. En même temps, je vois des gens autour de nous qui réussissent à créer une certaine balance, mais surtout à leur enlever les tâches qu'ils n'avaient pas envie de faire. Tu sais, je vais donner par exemple ma conjointe qui a un commerce de quartier, un café. Elle doit faire de l'administration qu'elle ne veut vraiment pas faire. Là, elle a pris beaucoup de temps les dernières journées, les dernières semaines à se mettre les deux mains dans le cowork. Et je pensais que ça serait la dernière que j'aurais réussi à convaincre parce qu'elle est zéro technologie de dire zéro, je vais l'essayer en premier avant les autres. Et là, je la surprends de temps à autre en train de travailler sur cowork. Puis elle fait, mon Dieu, ça fait aucun sens. Je comprends ce que tu voulais dire il y a quelques semaines, quelques mois de ça, à quel point tu étais emballé. Et là, je la vois voir la lumière au bout du tunnel, de dire, hey, j'aurais plus besoin de passer 1 heure et demie à regarder pour les payes puis faire le traitement de ça va se faire en 15 minutes. Ou j'aurais plus besoin de passer 1 heure pour essayer de trouver quel fournisseur ça va être le mieux pour la prochaine commande qu'on passe de récurrent. Il le fait automatiquement. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y en a des fois qui vont se distraire et dire, hey, j'ai l'impression d'être productif puis d'avancer plus, mais que ça n'a pas d'impact sur l'entreprise au final. Fait qu'il faut, je pense, créer un équilibre à travers tout ça. Puis je trouve ça important, Antoine, que tu apportes ce point-là, parce que des fois, on peut avoir tendance à tomber 100% dans le plat de bonbons, mais pas voir le grand but final d'améliorer ce que le client veut puis de réussir à croître son entreprise. L'extrême est aussi vrai, c'est-à-dire que si on ne s'intéresse pas à l'IA en tant que dirigeant d'entreprise en 2026, on est complètement à côté de la plaque aussi. Tout est une question de balance. Jonathan, toujours intéressant de t'avoir parmi nous. On continue le podcast cet automne, on est d'accord? Absolument, Antoine. C'est fantastique. certain. Bonne journée. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissance.